Je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour ce nouveau débat de la conférence du Cercle des managers de l'immobilier. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse les professionnels de l'immobilier, quel que soit leur métier, mais également leurs clients, au point que parmi les quelques 600 participants qui nous écoutent, sans doute y a-t-il des investisseurs, personnes physiques, mais bien sûr également de très nombreux représentants de la communauté professionnelle, qui soient spécialistes de l'arbitrage de la transaction, qui soient spécialistes de la valorisation du patrimoine dans les métiers de la gestion, et qu'ils soient spécialisés dans cet actif qu'est le résidentiel ou dans toutes les autres formes d'immobilier. On ne va en oublier aucune aujourd'hui pour nous poser la question quel investissement immobilier pour les particuliers en 2021. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un défi que nous posons à nos débatteurs, mais on a choisi des experts reconnus et ils sauront relever ce défi en faisant des prédictions, en nous donnant des guides. Avec nous, d'abord mes co-organisateurs que j'accueille avec plaisir, qui vont nous dire un mot bref d'accueil. Je dis cela parce que les participants assidus à nos conférences depuis, sont, je crois, très satisfaits de tout ce que nous faisons avec nos invités, mais ils veulent qu'on entre plus vite dans le vif du sujet, voilà, et que les préliminaires soient écourtés. Alors donc, mes co-organisateurs vont m'aider en cela. Et puis, je précise tout de suite je ne m'attarderai pas sur leur parcours professionnel extrêmement riche et que je renverrai au site du Cercle des managers, sur lequel des bien plus complètes que mon propos ne le serait pourront être lues par chacun. J'accueille Émilie Jousset, qui est la présidente du Cercle des managers de l'immobilier, et à sa suite, Manuel Borel. Bonsoir Henri, merci beaucoup. Oui, effectivement, on a voulu une introduction plus rapide à la demande de chacun d'entre vous qui nous regardez, et on vous remercie encore une fois tous ce soir. Je remercie chaleureusement donc tous nos débatteurs ce soir, de permettre de nous éclairer tous sur l'investissement des particuliers, et notamment on va parler SCPI. Évidemment, à titre personnel, on a tous les trois beaucoup de questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu tout et son contraire, sur le bulletin de cette année compliquée. Et c'est vrai qu'on attend de chacun d'entre vous que vous nous disiez en toute franchise, évidemment, comment ça s'est passé, comment ça va évoluer. Est-ce que les SCPI qui ont été plus mixés ont eu de meilleurs résultats? Quelle évolution vous voyez pour l'avenir dans la composition de ces investissements? Et qu'est-ce qui serait à préconiser pour sécuriser ces investissements? Donc, merci Henri pour cette animation. Et évidemment, vous avez, Henri l'a dit, sur le site qui est mis à jour, le Cercle des managers de l'immobilier, toutes les biographies de tous les intervenants, leurs contacts et le replay surtout, en vidéo et par écrit, de tous nos échanges, aussi riches soient-ils. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter tous le site. Merci. Bonsoir à tous, merci à tous les intervenants. Encore un sujet passionnant. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous encouragent et qui nous envoient des messages régulièrement pour nous faire part de leur enthousiasme quant à la réunion précédente et à la réunion qui va suivre, et sur les différents sujets qu'on a traités. Donc, je voulais remercier tous ces gens. Voilà. François. Valeurs pierre, valeurs refuge, je pense que c'est exactement ce que l'on attend de nos débatteurs, savoir exactement comment nous éclairer, quelles sont les perspectives qu'ils envisagent. Toujours d'excellents professionnels, on va dire les meilleurs professionnels qu'on puisse trouver. Donc, j'ai hâte de les écouter et je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Alors, on va les voir apparaître à l'écran. Je commence par ce statut particulier. Il n'est pas seulement débatteur, mais par son reconnu, par d'être le grand témoin de ce débat, Guy Marty, pour
nous saluer simplement. Ensuite, je reviendrai vers lui pour qu'il amorce le débat. Bonsoir Guy. Bonsoir Henri. Bravo. Parfait. Ça, c'est bref. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Je salue, alors maintenant par ordre alphabétique, comme ça je ne fâcherai personne. Et vous remarquerez qu'on s'est rapproché de la parité, on y veille, hein, juste parce qu'elle est normale et qu'il y a dans notre univers immobilier des femmes expertes à des postes de responsabilité. Nous les invitons également. Alors, je commence par Sébastien Barraud, ordre alphabétique, secrétaire général d'Anacofi IMO, et il est aussi le directeur général de l'entreprise personnelle Calista Patrimoine. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous, merci Henri et merci à l'UNIS et ses représentants de nous convier à ce genre de conférence que je suis régulièrement. On va dire. Voilà, assidûment. Ça me permet de préciser qu'effectivement, à l'origine, il y a un an, de la création de ce cercle, il y avait les responsables de l'UNIS du Grand Paris, mais nous tenons à dire que ce cercle est totalement indépendant de toute organisation professionnelle. Hein. Il a eu une paternité, mais aujourd'hui, et d'ailleurs très largement, nous invitons les organisations sans lien particulier, et je cite volontiers Anacofi IMO, hein, qui est une grande organisation de ce secteur que Paul Bourdois, il est le cofondateur de France SCPI. On ne précisera pas quelle est sa spécialité. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité et ravi d'être présent pour ce débat. Voilà, c'était court. Merci beaucoup. Puis j'aime bien parce que c'est vrai qu'on entre dans vos intimités professionnelles, voire personnelles. Et derrière Paul, une cheminée, un très beau miroir. derrière Benjamin, tout à l'heure, c'était un coffre-fort. Chacun choisit son décor. Ombretta Canceda Porcher. Je vous accueille avec plaisir. Vous êtes notaire et vous avez aussi, on peut le découvrir sur votre notice, une riche du conseil en patrimoine. C'est à ce titre que vous êtes avec nous pour ce regard panoramique. Très bien, bonsoir à tous. J'interviens avec beaucoup de plaisir sur un sujet si important pour nous tous, pour moi aussi. Merci maître. Philippe Lozeral, directeur général délégué de Stellium, qui est une enseigne désormais bien connue, on va dire du conseil en patrimoine, hein, sous toutes ses formes, et ça va jusqu'à l'accompagnement pour le financement de l'ensemble de ces sujets. On parlera avec vous, Philippe. Bonsoir. Bonsoir Henri, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour participer à cette table ronde. Céline Menck, pour terminer par ordre alphabétique. Céline, conseiller en gestion de patrimoine à titre personnel, membre d'Anacofi IMO, administrateur d'Anacofi IMO, organisation professionnelle que j'ai évoquée avec Sébastien Barraud. Et puis, Céline, je t'ai convié, toi aussi, pour cette vision complète que tu as des actifs immobiliers par profession, mais tu vas jusqu'à partager ta connaissance en écrivant. Hein. Tu es en particulier co-auteur du Vademecum de l'immobilier. C'est un outil de travail pour nous tous, on le connaît bien. Et tu as aussi signé une nouvelle façon d'investir, le financement alternatif de l'immobilier. Tu es la spécialiste reconnue en France et la pionnière de la connaissance sur le crowdfunding. Voilà, incontestablement, tu nous en parleras. C'est aussi une façon d'investir et tu nous diras si elle est opportune, pertinente en 2021. Allez, on entre dans le vif du sujet avec Guy. Guy, grand témoin, on lui assigne d'abord la mission de camper le décor. Ça a été annoncé tout à l'heure par François-Emmanuel. On entend depuis des mois et des mois que l'immobilier, et sans doute faut-il nuancer à l'intérieur, hein, des actifs, des natures d'actifs, se tire bien de cette crise historique, sanitaire, économique. En effet, avec un R majuscule, hein, c'est dans de nombreux discours. Est-ce que c'est le cas?
Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est l'impact que l'immobilier, et sans doute en étant là encore, essuie? Est-ce qu'on sort indemne? Est-ce qu'on est hors d'atteinte de cette crise économique? Ton regard pour que sur cette toile de fond, les débatteurs puissent ensuite s'inscrire. Merci Henri. Donc, pour planter le décor, j'ai envie de dire que l'un des problèmes majeurs qui se pose aujourd'hui, ou le questionnement majeur, c'est l'endettement monstrueux des États. Et va-t-elle être remboursée? Alors, je crois qu'il y a 3 scénarios. Il y a un scénario catastrophe, un scénario divine surprise, et puis un scénario plus central, plus vraisemblable. Donc, j'ai rapidement évoqué les deux. D'abord, le premier, qui est le scénario catastrophe, qui serait simplement que les taux d'intérêt resteraient très faibles pendant longtemps, à l'initiative des banques centrales, pour justement maintenir une dette assez légère pour les États. Ce qu'il faut savoir malheureusement, c'est que l'économie, à long terme, a tendance à se caler sur les taux d'intérêt. Enfin, la croissance économique se cale sur les taux d'intérêt, ce qui veut dire que si jamais les taux devaient rester bas longtemps, on irait vers une situation à la japonaise, c'est-à-dire avec une déflation, qui est une catastrophe déjà pour l'économie, mais aussi pour la société et évidemment pour l'immobilier. Alors, pas trop la peine de s'étendre sur ce scénario parce que le Japon a fait l'expérience, toutes les banques centrales connaissent l'expérience du Japon, et donc, quelque part, on sait ce qu'il ne faut pas faire, et les banques centrales et les gouvernements vont tout faire pour éviter ce scénario catastrophe. Maintenant, il y a le scénario divine surprise. Ce serait tout simplement… Alors, je ne sais pas si Christine a été avertie par Henri que… Sûr, je l'informe toujours. 48 heures, l'obligation morale. La BCE a expliqué que mon scénario de divine surprise n'aurait pas lieu. Mais justement, puisque ce scénario commence à être réfuté, ça veut dire qu'il commence à être envisagé. Et en réalité, ce serait que la Banque centrale européenne décide tout simplement d'effacer les dettes des États européens. Il y a aujourd'hui une centaine d'économistes en Europe qui pensent que ce serait une situation extrêmement raisonnable, enfin une décision extrêmement raisonnable, qui permettrait d'investir massivement dans un rebond économique plutôt tourné vers la transition écologique, plutôt tourné vers la rénovation de l'Europe. Pour l'instant, on écarte ce scénario de divine surprise. Madame Banque centrale européenne ne veut pas envisager d'effacer les dettes. Bon. Et puis, il y a le scénario vraisemblable, qui est celui qui a commencé aujourd'hui, qui est que finalement, comme il faudra bien tôt ou tard rembourser les dettes, dans cette hypothèse, on va commencer tout de suite à les rembourser doucement. Ça s'appelle les taux réels négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'épargne est sur des livrets A, livrets bancaires, fonds d'assurance vie en euros, le taux réel, c'est-à-dire le rendement moins l'inflation courante, est négatif, ce qui veut dire qu'on peut sur l'épargne quelque chose qui finalement va réduire la masse monétaire dette. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, parce que de cette façon-là, avec les masses d'épargne accumulées en Europe, qui n'osent pas toujours aller vers des placements plus dynamiques, il y a un gisement extraordinaire pour commencer à… Et puis, si on veut déboucher sur un feu d'artifice inflationniste pour rembourser les dettes, à ce moment-là, les banques centrales peuvent très bien monter les taux d'intérêt ou se débrouiller pour faire monter les prix, ou l'inflation peut arriver toute seule. Autrement dit, dans ce scénario, il y aurait une euthanasie des rentiers assez douce aujourd'hui et plus rapide ensuite. Et c'est toujours bien à savoir le scénario central des économistes. Alors, l'immobilier là-dedans, l'immobilier, c'est très simple. Aujourd'hui, les rendements de l'immobilier, que ce soit le logement d'ailleurs ou l'immobilier d'entreprise, sont des rendements réels positifs, qui est une première façon d'échapper quasi douce. Et si demain, l'inflation se mettait à exploser, une inflation comme on a connu dans les années 70, avec parfois 15-16% d'inflation annuelle, qu'à long terme, je dis bien long terme,
l'immobilier aime l'inflation. Alors, de plusieurs façons. Si on prend, par exemple, bon, vous savez que la bourse, les actions, finalement, ne s'occupent pas de l'inflation. Pourquoi? Parce que des actions ou les profits des entreprises vont correspondre d'abord, vont avoir dans la performance d'abord l'inflation, 100% d'inflation, plus la croissance économique, à long terme, avec des hauts et des bas entre-temps. L'immobilier d'entreprise, lui, c'est 100% d'inflation dans l'évolution des loyers, donc des valeurs, et c'est 30 à 40% de la croissance économique, ce qui est assez intéressant. Et puis le logement, c'est tout simplement 100% d'inflation. Donc ça veut dire que l'immobilier est une solution à court terme et une solution à long terme pour aux conséquences dramatiques d'un remboursement éventuellement de dette par l'inflation. Par contre, il faut savoir que le long terme laisse la place à du moyen terme et du court terme, et notamment, on peut dire que le logement, la nouvelle organisation suite au Covid, le prix va changer. Donc, il va se passer des choses sur certains endroits pour le logement, et que l'immobilier d'entreprise, avec le bureau, le télétravail, avec le commerce, des choses aussi. Donc, nous sommes appelés, me semble-t-il, à quelques années assez turbulentes sur l'immobilier, dans un cadre extrêmement sécure, si je puis dire, à long terme, ce qui veut dire qu'à condition de ne pas prendre à la lettre l'expression de valeur refuge, mais simplement comme un bon véhicule à long terme, si on appelle ça une valeur refuge, oui, à ce moment-là, on peut dire que l'immobilier est une valeur refuge. Si on veut dire qu'il ne baisse jamais, non. Le refuge dans ce sens-là. Voilà en deux mots, Henri. Merci beaucoup, Guy. C'était un cours, mais accessible. Je crois que j'ai compris. Voilà. Et je rappelle que tu es président d'honneur de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, organisation à laquelle tu as attaché ton nom pendant de très nombreuses années comme directeur général, et que tu as toi aussi signé de nombreux livres sur l'épargne et le patrimoine. Et à ta suite, s'il te plaît, surtout que j'anime le site pierrepapier.fr, quand même, il faut le dire. Absolument. Ça, oui. Absolument. Alors, c'était cité tout à l'heure par Émilie, c'est un actif dont on va beaucoup parler, la SCPI. C'est pas pour cela qu'on t'a particulièrement invité ce soir. Paul sera la voix des SCPI, mais tu pourras naturellement intervenir. La mission du grand témoin que tu es avec nous. Philippe Lozeral, à la suite de Guy Marty. Alors Philippe, peut-être un petit mot sur Stellium. Je sais que c'est une enseigne désormais bien connue, mais ça peut mériter néanmoins qu'on rappelle les métiers de Stellium. Et puis ensuite, très simplement, Philippe, je vais vous demander quelle est aujourd'hui la réaction de vos clients dans leur diversité, quelles sont leurs inquiétudes, quels conseils d'investissement en ce début d'année 2021 vous leur donnez, vers quels produits vous les orientez, peut-être aussi avec beaucoup de franchise, hein, ça a été mis comme un critère tout à l'heure par mes co-organisateurs pour ce débat. De quels actifs les détournez-vous, hein? Peut-être que vous ne vous paraissent pas les meilleurs pour investir leur épargne. La question aussi du financement, parce que je voudrais qu'on s'y attarde. Guy nous a donné à l'échelle macroéconomique ses prévisions et ses scénarios en matière de coût de la ressource, mais il y a aussi la question de l'accès à la ressource. On en a beaucoup parlé, on a été rassuré ce matin par les chiffres de production de la Banque de France. Enfin, il reste que certains ménages investisseurs ont un accès plus difficile, semble-t-il, au financement. Voilà, donc un sujet large pour vous, Philippe, et on commence par un petit mot sur votre entreprise, si vous le voulez bien. Je n'en doute pas, d'ailleurs. Merci, Henri. Donc, effectivement, Stellium, on est une plateforme de solutions en placement de tout type, assurance vie, SCPI, capital investissement, épargne salariale, avec aussi une structure de financement de l'ensemble d'un réseau de conseillers en gestion de patrimoine présents sur tout le territoire. On s'appuie aussi, bien entendu, sur notre propre centre de formation pour assurer la formation de tous ces consultants indépendants statutairement, mais dans une relation d'exclusivité avec nous. C'est une particularité de notre
Alors, les clients aujourd'hui. Les clients voient malgré tout, et j'ai particulièrement apprécié, Guy, votre intervention, j'ai trouvé brillante moi aussi et d'une limpidité très, très appréciable. Les clients, malgré tout, voient dans l'immobilier une valeur refuge. L'immobilier, le premier immobilier, ça reste son logement, son accession, le bien dans lequel on va vivre. C'est la base même de son premier patrimoine. Et en cela, ça reste une valeur refuge, un élément sécurisant que de s'acheter son propre. Ensuite, dans les contextes de très forte volatilité que l'on a pu connaître cette année passée, compliqué pour un investisseur positionné clairement sur les marchés, compliqué d'aller sur le marché action, compliqué d'être totalement serein quand on voit les niveaux records que peuvent atteindre certains indices et de se dire qu'on a encore un potentiel valorisation sur les marchés, même si en le faisant avec pertinence, on réussit à trouver des poches de performance sur les marchés. Donc, en cela, l'immobilier répond véritablement à ce besoin de réduire la volatilité des placements que l'on peut faire. Ensuite, l'immobilier, c'est aussi le parfait palliatif à l'érosion que l'on connaît depuis tant d'années sur le fonds en euros, qui est le placement on va dire, préféré de tous au sein d'un contrat d'assurance vie, qui aujourd'hui ne rapporte rien, ne rapporte même pas l'inflation. C'est de l'érosion monétaire lorsqu'on place ses fonds en fonds en euros. Et investir dans l'immobilier au travers d'un contrat d'assurance vie, qu'il s'agisse de SCPI, voire mieux de SCI, c'est le moyen de sécuriser, de lisser la volatilité que l'on est susceptible d'avoir sur les marchés et d'apporter une certaine sécurité à son épargne. Et en cela, c'est très largement apprécié par de nos clients investisseurs qui voient dans une allocation d'actifs composée avec un petit peu d'immobilier, avec un petit peu de fonds en euros et un équilibre qui leur permet de sécuriser leur épargne tout en allant chercher de la performance. Alors certes, qui ne sera pas forcément la même, avec le même potentiel de performance que sur des fonds actions, pour autant de la performance nettement meilleure que ce que l'on a un fonds en euros. Alors oui, j'entends, vous avez raison Guy, ce n'est pas sécurisé, il n'y a pas de garantie en capital, pour autant, telle ou la faible volatilité que l'on épargne des Français. Donc j'ai envie de dire, l'immobilier reste perçu globalement comme une valeur refuge. C'est un peu bateau que de dire ça, mais ça reste une réalité dans l'esprit des clients. Alors après, dans quoi investir et comment investir ? J'ai toujours du mal à répondre à cette question, ne serait-ce que parce que chaque investisseur, chaque situation appelle une réponse différente. Et donc, arriver avec une recette miracle disant l'investissement magique, c'est tel SCPI, c'est tel véhicule ou quoi que ce soit, c'est toujours un petit peu risqué et trompeur lorsqu'on s'adresse à un client. L'appréciation ou la vision que moi j'ai aujourd'hui des marchés et que nous avons. On intervient, nous, sur tous les marchés, ou une bonne partie des marchés en investissement en immobilier, au travers de l'investissement locatif direct, sous toutes ses formes, quels que soient les dispositifs. On est un acteur traditionnel depuis très de nombreuses années, nous faisons ça. Ma perception du marché, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un point haut. Il y a une réelle problématique d'offre sur le marché du logement et de l'investissement locatif. On en vient à une concentration des biens sur des territoires de plus en plus resserrés, avec une course à l'échalote de la part des promoteurs sur les fonciers, avec une nouvelle réglementation thermique qui va s'imposer à nous et qui va renchérir encore les coûts de construction et donc des rendements qui s'érodent progressivement. Pour autant, même avec des rendements qui aujourd'hui facialement vont se situer en rendement brut aux alentours de grosso modo 3%, 3,20, entre 2,8 et 3,20 grosso modo en rendement brut, pour autant le coût de l'argent est tel que cela reste un placement qui est pertinent, pour autant que l'on n'envisage pas forcément une revente à la sortie. C'est probablement le point à prendre en considération. Aujourd'hui, lorsqu'on investit, lorsqu'on fait un investissement locatif, notamment neuf, il faut envisager cet investissement locatif dans une logique de garde, dans une logique de complément de revenus à la retraite. Alors certes, avec une fiscalité assez confiscatoire qui est celle des revenus fonciers, pour autant, en ayant bénéficié d'un effet de levier grâce au financement à des conditions qui aujourd'hui sont particulièrement attractives.
J'écoutais l'autre jour avec beaucoup d'intérêt la conférence que vous avez faite sur l'environnement du financement. Effectivement, les conditions s'assouplissent. Il y a donc encore du jus, j'ai envie de dire, à aller chercher sur l'investissement locatif en direct, pour autant qu'on l'envisage dans une logique de conservation et non pas dans une logique de revente. Les prix étant illusoire que de croire qu'il y a de réelles poches de plus-value sur la revente à terme. Votre propos, Philippe, porte, vous l'avez dit, sur le logement neuf, mais aussi sur le logement existant. On est de l'impératif de conserver les biens. Alors, est-ce que dans l'ancien, vous anticipez, selon les marchés, là encore, hein, sans aucun doute, mais un espoir de plus-value moindre dans les années qui viennent que celui qui s'est vérifié dans les années passées? Votre avis sur… Alors, mon avis, c'est que le marché de l'immobilier neuf est beaucoup plus homogène que celui de l'ancien. C'est-à-dire que dans l'ancien, on peut encore trouver des poches ou des marchés, des micro-marchés sur lesquels il y a de réels potentiels de plus-value. Dans le neuf, c'est beaucoup moins le cas parce que le marché est très homogène aujourd'hui. Bien sûr. Les prix ont été portés par la dynamique d'incitation fiscale, oriente tellement les promoteurs sur certains secteurs que finalement les prix serait compliqué de trouver du potentiel de plus-value sur les logements. Ça, c'est ma conviction. Pour autant, l'investissement a du sens dans la mesure où ça reste le moyen de se constituer du complément de revenus et répondre à la problématique de retraite qui est une problématique fondamentale des Français. Et en cela, la SCPI est aussi un très bon véhicule pour permettre de répondre à cette problématique-là. La SCPI notamment financée, qui, lorsqu'on trouve un financement, et j'en parlerai après, c'est là la problématique sur la SCPI, c'est de trouver aujourd'hui des solutions de financement qui se sont réduites comme peau de chagrin, avec très très peu d'acteurs qui interviennent sur ce secteur, et pourtant c'est là réellement un moyen pour les investisseurs de se constituer du patrimoine et de préparer leur retraite. La SCPI reste un véhicule. Dans la conviction que nous avons, nous, chez Stadium, c'est que la SCPI est un véhicule qui a de l'avenir, malgré tout ce qu'on peut lire sur l'évolution du télétravail qui pourrait influencer directement le tertiaire. Le tertiaire et le remplissage des bureaux. Ça reste un véhicule très résilient, ça reste un véhicule très diversifié et donc sécurisant pour les investisseurs. On va creuser le sujet tout à l'heure avec Paul, hein, juste après vous, Philippe. Ouais. Je reviens sur la question du financement. Vous l'avez évoqué pour les SCPI. Là encore, on approfondira le sujet avec Paul Bourdois et il n'aura certainement pas d'avis différent du vôtre, mais il sera même peut-être précis à ma demande. Donc, difficulté de financer cet actif particulier qu'est la pierre papier, soit pour la pierre en direct, logement neuf, logement existant, on a parlé, vous avez en rayon ces produits-là. Qu'est-ce qu'il en est de l'accès au crédit des investisseurs? J'entends que là où quelqu'un qui était en train d'accéder à la propriété, vous l'avez dit, c'est la base, qui a fait un premier investissement locatif il y a 5 ans, voudrait en faire un deuxième aujourd'hui, ça coince. Issu des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, légèrement assoupli, est-ce que vous avez des difficultés, alors sans doute avec des relations de confiance, avec que vous n'aviez pas à financer vos clients particuliers? Alors, sur les primo-investisseurs, non. Très honnêtement, on est nous très spécialisés et on a une cellule de financement qui est spécialisée dans l'investissement locatif et on a développé une expertise et des partenaires d'y répondre. La difficulté, elle vient plus effectivement sur les multi-investisseurs, les investisseurs récidivistes qui, là, effectivement, du fait des règles d'acceptation, se retrouvent pénalisés. Pour autant, on trouve des solutions. La grosse crainte ou la grosse difficulté que l'on avait ou que j'avais, c'est de voir apparaître de l'apport, c'est de voir apparaître des durées beaucoup plus courtes qui, là, pour le coup, sont doublement pénalisantes. D'une part, parce que en termes d'accès à l'investissement, ça réduit la cible, mais aussi parce que c'est contraire à toute optimisation fiscale. C'est ça. Se trouver à faire de l'apport ou de raccourcir les durées. Donc, aujourd'hui, tant que les durées tiennent, et aujourd'hui, on réussit à trouver du financement sur 20 ans, voire plus, lorsque l'on recherche ou sur certains profils, c'est la clé. Et ça correspond parfaitement à ce qu'il nous faut et aux besoins pour pouvoir faire de l'investissement locatif. Après, à la marge, sur des multi-investisseurs, on va être confronté à des difficultés. Ça peut coincer. Mais on arrive malgré tout à trouver des solutions. Je craignais bien plus
il y a un an. Je reviendrai vers vous, demander à chacun une intervention liminaire assez courte pour pouvoir ensuite avoir un vrai débat entre vous, entre nous. Paul Bourdois, alors, l'ASCP a été cité, j'ai envie de dire, par tout le monde. Hein, même Guy, qui n'a pas été recruté pour ça, nous a rappelé qu'il était à la tête d'une plateforme d'information sur les SCPI. Hein. Il a été un grand spécialiste, mais c'est toi, Paul, qu'on a désigné ce soir. Tu as créé une plateforme de distribution des SCPI, mais qui est aussi le moyen de les comparer, de les connaître. Je crois qu'une très grande partie de l'offre, tu vas le confirmer, est aujourd'hui sur cette plateforme. Donc, tu as une vision extrêmement complète. On vient d'entendre du bien de la SCPI, de la part de Philippe. Je ne pense pas que… Maintenant, il va falloir que tu sois plus précis. C'est-à-dire qu'en effet, ce produit vedette, depuis plusieurs années, on l'a regardé avec… un œil différent là depuis quelques mois. On sait que beaucoup de SCPI sont investis en bureaux, sont investis en commerce, et bien sûr, ce qui se passe sur l'activité nourrit des craintes considérables sur le versement des loyers. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des rendements qu'on peut promettre aux investisseurs? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des désinvestissements? Est-ce que le marché secondaire est alimenté? On revend des parts? Est-ce que l'engouement est toujours le même? On parlait de diversification tout à l'heure également. Philippe Lozeral l'a dit, ce sont des supports qui ont ouvert le choix des possibles. Voilà, donc de multiples questions. Que penser des SCPI aujourd'hui? Vers lesquelles faut-il s'orienter? Et d'ailleurs, quelle est la stratégie des SCPI éventuellement de repositionnement dans ce contexte contraignant? Alors, ça fait beaucoup de questions, effectivement. Oui. Je vais essayer de répondre de manière concise. Alors, premièrement, les SCPI, c'est quand même, quand tu parles de produits vedettes, c'est un produit quand même qui reste assez confidentiel. Alors, certes, je pense que la majorité des participants le connaissent, mais c'est un produit qui reste quand même relativement niche. 5,8 milliards de collecte cette année, c'est très peu comparé à l'assurance vie, même si elle est en décollecte, ou d'autres produits. Bon, ou l'immobilier en direct. L'immobilier en direct, exactement. Je suis assez content, et bon, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse qui ma CPI, hein, c'est pas mon site en particulier. J'essaye de diffuser, de démocratiser ce produit, comme le fait Guy Marty au travers de Pierre Papier et de l'IEIF. Nous, on est très contents parce que c'est un produit qui a très longtemps été regardé un peu comme un produit retail, un peu méprisé parfois, en se disant c'est un produit qui cache beaucoup de choses, etc. Pas de choses, c'est un produit qui est très transparent. La pierre papier, c'est un produit qui a certes des défauts, mais qui aujourd'hui, en tout cas, nous paraît sain. C'est pas parce qu'il Paul, d'avoir un moment d'émotion pour Louis-Gaston Peloux, hein, qui nous a quittés il y a quelques semaines. On peut dire de lui qu'il était en quelque sorte l'inventeur de la SCPI dans sa forme moderne, hein, et il a beaucoup travaillé à ce que les critères s'installent sur le marché. Voilà, donc une émotion, je pense qu'elle est largement partagée par Guy Marty en particulier et par les autres qui ont pu le croiser dans leur vie professionnelle. Et alors effectivement, c'est un peu le père fondateur des SCPI. Alors, voilà. Juste pour revenir effectivement à qu'est-ce qui s'est passé cette année, est-ce qu'on peut imaginer ce qui va se passer l'année prochaine? Cette année, ça a été une année très compliquée psychologiquement pour les investisseurs, pour les épargnants, ceux qui voulaient investir dans la SCPI, parce que il a fallu les rassurer. Ils ont posé beaucoup de questions. L'investissement évidemment a diminué, mais c'est pas, pour nous en tout cas, c'est pas un mal. C'est quelque chose de plutôt sain. Et je pense pas que 2021 soit foncièrement différent de l'année 2020. Est-ce que les investisseurs ont raison de s'inquiéter? Oui, et je trouve ça encore une fois très sain, et je trouve ça bien parce que pour une fois, ils essayent de comprendre ce qu'il y a dans la machine, et souvent on peut faire le reproche aux épargnants, notamment français, et j'en fais partie, de pas essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Là, c'est le cas, donc ils s'en inquiètent et c'est très bien.
Maintenant, je pense qu'il faut aussi rappeler que les SCPI, quand on les vend, quand on les propose, quand on les suggère à nos épargnants, et c'est pareil pour tous les CGP, sauf que nous, on travaille sur la seule verticale de la SCPI, c'est pas un produit qui est dénué de risques. Et les risques, aujourd'hui, on les voit. Alors, c'est vrai que tout le monde fanfaronnait en disant, bon, voilà, alors attention, les SCPI, c'est vrai qu'il y a un risque de liquidité, il y a un risque de variation du prix de part, il y a un risque de variation des loyers. On le disait effectivement, et les épargnants en général nous disaient, oui, bon, attendez, ça fait quand même quelques années que la SCPI fournit du rendement. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et les SCPI ne sont pas sans risque. On s'en aperçoit aujourd'hui et c'est très bien et c'est comme ça. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que sur les 30 dernières années, et ça, c'est des chiffres qui viennent de pierrepapier.fr, le rendement des SCPI n'a jamais dépassé les 8% et n'a jamais non plus été sous les 4%. Donc, on est dans une bande passante qui est extrêmement rassurante et qui fait que, oui, la rentabilité et les revenus servis sont sinusoïdaux. On a une sinusoïde, c'est pas stable et c'est pas linéaire. Mais en tout cas, on est dans cette bande passante qui rassure. Voilà. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui les épargnants. Est-ce qu'il peut y avoir une fluctuation du prix de part? Oui, je pourrais développer après pour expliquer pourquoi avoir une, et il va y en avoir une probablement, une correction. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui va se passer. Maintenant, je rappelle, je crois qu'on va l'entendre plusieurs fois, on l'a déjà entendu, les SCPI, quoi qu'il arrive, c'est de l'immobilier. Le sous-jacent, c'est de l'immobilier et on investit sur du long terme, et on n'investit pas en se disant, je vais profiter d'un cycle très vite et revendre très rapidement. Non, l'immobilier, c'est 10 ans minimum. Et effectivement, les SCPI, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de panique aujourd'hui, notamment si on écoute tes conseils. Le second marché ne se retrouve pas inondé de parts qu'on vendrait dans la panique. Aujourd'hui, cet impératif de conserver, de faire le gros dos quand il y a des crises, on en vit une aujourd'hui, il est dans l'esprit des porteurs de parts? Alors aujourd'hui, on ne constate pas de demande massive de retrait. Nous, sur la totalité des clients qu'on a, donc plusieurs centaines, on a eu 2 demandes de retrait de parts. Donc, je rappelle quand même qu'en mars, il y a un an, c'était la fin, tout s'arrêtait. Et donc, on aurait pu imaginer que beaucoup de personnes demandent le retrait de parts. En tout cas, nous, je le dis de manière humble parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On peut avoir un 3e, voire un 4e confinement. Mais en tout cas, on a eu très peu de demandes de retrait. Et je crois que dans les sociétés de gestion, dans les différentes sociétés de gestion, il y a eu très peu de demandes de retrait. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu un effet de non-collecte. Non-collecte, c'est-à-dire qu'il y a des SCPI qui ne collectent plus. Et effectivement, il y a des classes d'actifs, le paysage n'est pas homogène. Évidemment, il y a les bureaux, il y a les commerces qui vivent un peu moins bien cette crise, qui vont peut-être un peu plus pâtir des habitudes de consommation que prennent les ménages. Et puis, évidemment, il y a l'hôtellerie qui vit un peu plus mal ce qui est en train de se passer. Et à contrario, il y a d'autres classes d'actifs qui fonctionnent mieux, mais je ne suis pas pour être radical. C'est-à-dire qu'en 2019, il y avait un rallye, en 2018-2019, il y avait un rallye vers les SCPI hôtelières. Oui. On voit où ça mène aujourd'hui. Oui. Et donc, je pense que de dire, attention, maintenant, il faut que tout le monde aille vers la logistique ou vers la santé ou vers le résidentiel. Ou le logement, oui. Ou le logement, exactement. Je pense que c'est porteur. Et je pense que c'est pas bien d'être radical. Voilà, c'est tout ce que je pense. Donc, une consigne, si on n'est pas radicaux, en effet, c'est de diversifier en se disant que sur la durée, telle sous-classe d'actifs sera valorisée. Ça peut être les résidences-services, ça peut être à l'intérieur tel ou tel thème, ça peut être logement direct. Voilà, diversifier son portefeuille de SCPI ou acheter des SCPI elles-mêmes diversifiées, parce que désormais, les sociétés de gestion font ces choix stratégiques. Hein. Oui, alors effectivement, je confirme tout ça. J'enfonce un peu des portes ouvertes en disant, voilà, diversifier votre patrimoine. Je pense qu'on le sait tous, quel que soit l'achat, quel que soit le sujet, c'est toujours bien de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et effectivement, diversifier ses placements et pourquoi pas aussi investir dans des SCPI diversifiés. C'est celle qui tire leur épingle du jeu sur cette année 2020 avec un rendement moyen qui est supérieur à 4%. Donc effectivement, ça peut être une solution, oui, tout à fait.
On parle aussi, alors ça avait commencé avant la pandémie, mais il y a peut-être une catalyse de SCPI responsables, éco-responsables, avec la préoccupation environnementale. On a pensé, là comme ailleurs, il y a 1 an ou 2 ans, que c'était une mode. Aujourd'hui, très, très clairement, ce sont des supports auxquels il faut s'intéresser, j'imagine. Oui, c'est des supports, c'est effectivement un label qui est extrêmement, extrêmement important. Mais si je me place d'un point de vue de l'épargnant, je ne vais pas plaire à certains, mais je ne suis pas persuadé que ce soit un argument pour investir. En tout cas, c'est très clair. Les épargnants pourraient ne pas de raison supplémentaire pour investir. Je crois que pour l'instant, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les épargnants se tournent plutôt, et c'est en train de changer, vers les SCPI qui ont de la rentabilité. Et on le répète à chaque fois, attention, ne regardez pas juste la rentabilité d'une SCPI. Voilà. L'accès au financement, pour embrayer sur ce que disait Philippe Lozral, avec un peu d'inquiétude. On peut financer ces parts de SCPI, c'est difficile. Il y a quelques enseignes bancaires qui le font seulement. Oui. Alors effectivement, je confirme encore ce que disait à l'instant Philippe Lozral, c'est que l'offre est extrêmement concentrée. Donc il y a que quelques acteurs, quelques banques qui financent et donc qui ont c'est évidemment pas une situation de monopole, mais qui ont en tout cas un marché et qui décident un peu des conditions. Et je pense que ça va s'éclater dans le temps, parce qu'il y a un vrai marché à prendre pour le financement. Et effectivement, en tout cas, si on doit se dire, est-ce que c'est pertinent de le faire? Est-ce que c'est pertinent d'emprunter pour acheter des parts de SCPI? Complètement. La réponse est oui. Bon, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas les financer. Voilà. Moi, je me rappelle les débats qu'on a pu faire, même ensemble, il y a encore quelques années. Il n'y avait aucune offre de financement, donc ça s'améliore. Merci beaucoup, Paul. Ombrita, quand c'est à Porcher. Alors, je me tourne vers vous avec l'esprit des participants qui sont avides d'informations et sur tous les actifs, et c'est très bien parce qu'on pourrait en oublier s'ils ne posaient pas la question. Très clairement, le notaire, c'est le conseil des familles, des ménages pour l'investissement. Hein, c'est un acteur. Aujourd'hui, même question que celle que j'ai posée à Philippe pour ça, qui sont vos clients, les familles qui viennent dans les études, quels sont leur état d'esprit, crainte, rassurer. On a parlé de valeur refuge, on a expliqué ce que ça veut dire tout à l'heure avec dès l'amorce avec Guy Marty. Voilà, quelle est leur psyché, et puis derrière, qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur conseiller lorsqu'ils vous demandent ce qu'il faut faire en 2021. Alors, on va parler aussi de statut MLNP. Hein, on y reviendra sans doute avec Sébastien ou avec Céline, mais je vous pose déjà la question parce qu'elle vient. Les résidences-services, qu'est-ce qu'ils font penser dans cette période, et sans doute par nature de résidence. On me parle aussi des parkings, on parle des chambres de service, voilà. Donc, de manière très, très simple, comme vous savez le faire, vers quoi faut-il tourner le regard en 2021 quand on est un ménage avec une épargne, hein. On a vu qu'il y avait une épargne très abondante constituée par les ménages, évidemment d'avance d'entre eux, il faut le rappeler, mais cette épargne-là, et vers quoi vous conseilleriez les ménages pour qu'ils ces fonds? Très bien. Donc, effectivement, beaucoup de questions et peu de boules de cristal, de baguettes magiques. Donc, il y a forcément des envies d'arbitrage qui s'avancent. Les clients nous en parlent. Je suis d'accord avec Samuel Johnson, le notaire et le médecin de notre argent. Donc, on va effectivement, et on a la confiance des menaces. Oui, effectivement. Et donc, est-ce qu'on traverse une période difficile? Oui, il y a de l'inquiétude. Est-ce que c'est une période dans laquelle on a des choix obligés de rien de moins sûr? Donc, on garde quand même notre liberté. Et forcément, on a parlé beaucoup d'immobilier résidentiel comme très résilient, l'immobilier résidentiel à l'honneur.
forcément, ce n'est ni un hasard, ni un choix, parce qu'on a un besoin de logement qui est un besoin primaire de l'homme. Avec les températures de ces derniers jours. Et donc, il faut effectivement, c'est notre nécessité de se loger. Le plaisir d'être propriétaire de son logement rajoute à notre stabilité, si on cherche la stabilité. Et pour les statistiques, effectivement, en France, à peu près 60% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. À Paris, un peu moins de 50%. Donc, il y a effectivement de quoi faire. Après, Paris est un marché particulier. Dans tous les termes, on le voit même maintenant, effectivement, il se détache. Et l'immobilier, effectivement, résidentiel n'est pas non plus une bulle, donc c'est fortement corrélé, on l'a dit, avec l'économie et la conjoncture économique, et donc il s'adapte. Et c'est ça la beauté de l'immobilier en général, effectivement, il s'adapte, et c'est pour ça que je pense que les ménages et les clients, on doit pas, et nous-mêmes, on doit pas rester en apnée en attendant que la crise se termine, et chacun poursuit ses projets. Il n'y a pas de solution miracle, il y a les exigences de chacun, et avec des taux que même période post-Mario Draghi ne remonte pas forcément tout de suite, donc c'est une bonne... Et je pense effectivement qu'il faut mettre les projets de chacun devant plutôt que de chercher justement miracle. D'accord. Une précision, le propos sur les raisons principales est très clair, et c'était pas évident. Hein, on aurait pu imaginer en effet qu'il soit préférable d'attendre, de moins accéder à la propriété. C'est pas votre conseil. Un point, évolution des valeurs. Vous dites que l'immobilier s'adapte. Alors, derrière ce mot, est-ce que vous voulez dire que, et on le voit, hein, on le voit à Paris et sur les marchés les plus chers, on voit aujourd'hui des corrections de prix, certainement pas, on reste dans la robustesse, dans la résilience, mais on voit des corrections de prix à la baisse. Est-ce que vous dites, c'est peut-être justement en 2021 parce qu'on va retrouver, c'est pas une bulle, hein, je reprends vos propos, donc il n'y a pas de bulle qui va éclater, mais il va y avoir des corrections de prix. On peut imaginer des corrections de prix, on peut imaginer tout est dicté forcément par les volumes. On voit fortement évoluer les volumes qui baissent à Paris, 18% de baisse, alors qu'en province, c'est 4%. Donc, effectivement, on voit l'immobilier parisien qui guidait les restes du marché se transformer un petit peu. Donc, on n'est pas gardé forcément les mêmes rapports qu'avant. Et ça, c'est effectivement, c'est plus que de la résilience. Il faut transformer. Il faut suivre effectivement d'autres critères, d'autres barèmes, effectivement, le long terme. C'est pour ça que je suis effectivement contente d'être aujourd'hui. C'est un actif que j'affectionne particulièrement parce que je pense qu'effectivement traduit ce b.a.-ba de la diversification de la gestion de patrimoine. Et puis des montants, effectivement, on a suivi un peu sa sélection naturelle et le problème avec les OPCI et les différents choix. Donc c'est un actif qui nous permet de regarder le long terme. Je pense qu'il faut se transformer, et aussi les ménages et les clients plus regarder plus loin. L'immobilier est lié, mais peut-être un effort particulier et supplémentaire. La diversification, forcément. Et regarder aussi à ce qui est plus solidaire. Il y a même pour les parties qui est pratiqué effectivement en ce moment, et auquel s'intéressent aussi maintenant les compagnies d'assurance, par exemple, qui ont investi massivement, sont diversifiées peut-être dans un parc de tertiaire ou de bureaux. Et il y a autre chose effectivement dans notre panorama. Les locations, même ceux qui ont investi dans les résidentiels et dans l'habitation, ils ne sont pas déçus maintenant, parce que finalement peut-être grâce aux mesures de chômage partiel, et il y a peu dans l'habitation, donc on paye son loyer, et même pour les entreprises, c'est parfois effectivement les aides de comptif, parce que dans loueur en meublé non professionnel, MLNP, est-ce qu'aujourd'hui vous conseillerez cette formule? On parle de résidence-service, hein, lorsqu'on parle aussi de ce statut. Pour les ménages qui vous consultent, est-ce que c'est une voie aussi? Alors, avec l'actualité, hein, qui sur certains thèmes de résidence-service, évidemment, complique
la visibilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, il faut, je pense que pour les locations meublées non professionnelles, il faut regarder la situation du particulier dans son ensemble, et faire un audit de son patrimoine et puis voir si c'est une solution qui est pertinente ou non. Et c'est pas un choix à faire de façon isolée. Il faut qu'au niveau de la fiscalité patrimoniale et personnelle, que ça soit effectivement, ça soit un choix cohérent. Donc, c'est difficile d'y répondre comme ça parce qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser les chiffres et de voir effectivement. Bien sûr. Voilà. Et si on parle des actifs eux-mêmes, et si on les regarde les principaux les uns après les autres, alors on pense aux EHPAD, on pense aux résidences étudiantes, on pense aux résidences de tourisme, aux résidences pour cadres en mobilité. Qu'est-ce que vous conseilleriez ou vers quoi vous demanderiez qu'on aille lorsqu'on est dans Forcément, donc, oui, donc on a parlé malheureusement beaucoup d'EHPAD en ce moment et forcément c'est un choix d'investissement. Pour les particuliers, oui. C'est difficile effectivement d'atteindre en direct, c'est pas possible, mais effectivement c'est toujours un choix qui est pertinent. Les résidences étudiantes, pour l'instant, sincèrement, on ne peut pas dire c'est plutôt l'un et éliminer l'autre parce que les chiffres, je pense, en 2021 pourront nous dire plus. Actuellement, effectivement, c'est difficile d'exclure un de ces investissements du panorama. Bien sûr. Bien sûr. On parle enfin, rapidement, parce que les deux personnes qui vont vous suivre pourront aussi l'évoquer. On parle de parking, on parle de chambres de service. Est-ce que ça reste des actifs de petit prix par rapport aux appartements ou maisons vers lesquels il faut regarder, selon vous? Ça reste de petits prix, le rendement est assez important, comme d'habitude dans les petites surfaces et dans après il faut passer aux très très grandes surfaces pour que les prix au mètre carré soient intéressants et là sont les investisseurs étrangers à Paris qui se font rares en ce moment, effectivement c'est un autre marché, mais les toutes petites surfaces où effectivement les parkings, le rendement est assez intéressant et la gestion, il faut se poser la question des frais de gestion. On confie la gestion, on la suit nous-mêmes. Est-ce qu'on multiplie les acquisitions? Les rendements n'est pas les mêmes quand on a des frais à assurer ou son travail personnel aussi à suivre la gestion des différents biens. Donc, c'est là aussi voir selon la situation de chacun. Mais effectivement, les petites surfaces, on le voit, petites surfaces parking, forcément moins d'entretien et c'est une solution qui reste toujours. Le viager. Et on s'arrêtera là pour cette première intervention. Le viager, parce qu'il y a des questions sur le viager. Alors, le viager relié à des préoccupations très actuelles et de plus en plus actuelles, parce qu'elles sont sanitaires, évidemment. Est-ce que c'est une formule qui connaît un regain d'intérêt de la part des ménages depuis déjà quelques années? Est-ce que dans cette période particulièrement, vous diriez il faut entrer dans ce dispositif, alors qu'on soit à la tête d'un capital ou qu'on veuille le constituer, les deux points de vue. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, du côté, effectivement, du crédit rentier, c'est toujours une opportunité. Et après, de l'autre côté, il y a deux petites réflexions qui font que c'est une très, très bonne solution, mais qui n'a pas cette ampleur et ce succès qu'on a toujours attendu depuis longtemps. C'est qu'effectivement, c'est difficile à financer parfois avec des taux élevés. Et puis, il y a toujours ces votus mortis qui nous dérange un peu dans l'approche au viager, mais du côté effectivement du vendeur, il y a un regain d'intérêt pour ce type de vente. Donc pourquoi pas, les volumes de vente en viager restent quand même assez bas. Sébastien, tu es aussi conseil en gestion de patrimoine indépendant. Il y en a plusieurs autour de cette table ronde de ce soir. Tu as le souci aussi de l'information de tes confrères et du public. On t'entend sur les médias. Tu as une émission sur Radio Imo et où tu parles de gestion de patrimoine. Alors, c'est bien de cela qu'il s'agit ce soir. Qu'est-ce qu'on peut anticiper sur les 12-24 mois qui viennent pour
les clients naturels hein, d'un CGPI, c'est-à-dire les ménages, très largement. On rappellera d'ailleurs qu'il ne faut pas être fortuné hein, pour rencontrer un CGPI, c'est même l'inverse. Hein, dès qu'on commence à avoir des revenus, qu'on veut les optimiser, on a tout intérêt à recueillir votre conseil. Donc, ton regard aussi sur les actifs qu'on a évoqués hein, avec ta prédécesseur, des actifs d'optimisation, on ne les a pas tous cités. Il y a des dispositifs fiscaux qu'on n'a pas évoqués. Je pense au COS. Tu peux donner ton avis aussi sur le loueur en meublé non professionnel, qui peut être différent de celui de. Voilà. Donc. Ah, bah là, je t'entends plus. Pour me dire que bon, ça ne marchait pas. Là, voilà. Bon. Voilà. Donc, ton avis sur les actifs vers lesquels il faut regarder, y compris tous ceux qu'on n'a pas encore évoqués ou sur lesquels tu veux revenir. On a parlé de l'investissement locatif neuf. Il y a des avis concordants, hein, que ce soit de Philippe, que ce soit de la notaire qui est avec nous, mais tu peux avoir là aussi un regard différent ou plus territorial qu'on ne l'a eu jusqu'à présent. Alors oui, alors déjà en propos liminaire, je vais rappeler qu'un conseiller en gestion de patrimoine est avant tout un courtier conseil et qu'il intervient sur les domaines donc de l'immobilier. Là, on parle d'immobilier, mais on parle aussi de courtage en crédit, de courtage en assurance et de courtage pour tout ce qui est des affaires financières. Les SCPI rentrent dans la branche financière, même si le sous-jacent est de l'immobilier, d'accord? Donc, on ne sait pas parce que un professionnel de l'immobilier ne peut pas proposer de la SCPI comme ça en claquant des doigts. J'attire vraiment le fait sur cela parce que il y a eu pendant le premier confinement et même avant beaucoup d'arnaques faites sur pas mal de supports. Les parkings en fait partie et la SCPI aussi. Donc effectivement, il vaut mieux travailler avec des gens qui sont comme Paul, ou des CGP, en tout cas des personnes qui sont reconnues et on retrouvera trace de ces personnes-là sur des sites. C'est important ce que tu dis là. Tu veux dire que une crise comme celle qu'on traverse, qui brouille les repères hein, très très clairement, peut favoriser des acteurs indélicats. Il faut être d'autant plus prudent et s'adresser à des bons conseils. Important de le dire. Il faut être prudent sur les intermédiaires, qui sont les courtiers conseils ou conseillers en gestion de patrimoine, bien évidemment. Vérifier qu'ils existent vraiment. Il faut faire attention aussi aux sites Internet, parce que là, pour faire de l'hameçonnage, c'est royal. Et les sites de l'autorité des marchés financiers et de la CPR alertent régulièrement, donc il faut aller faire attention. Sur les parkings aussi, alors là, il y en a eu, j'ai eu pas mal d'exemples de fraude là-dessus, parce que comme le disait Madame la notaire, Maître Andretta, je connais votre prénom, mais j'ai perdu votre nom de famille. Andretta, il y a le prénom. Ça va bien sûr, j'ai gardé le prénom. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, sur les parkings, il y a eu beaucoup d'arnaques parce que, entre autres, comme ça coûte que 20 000 €, c'est très facile de lâcher. Enfin, voilà, il n'y a pas d'emprunt, donc il n'y a pas de vérification faite par les banques, etc. Donc ça, c'est vraiment un propos important. Parce qu'un conseiller en gestion de patrimoine va d'abord aller travailler sur des objectifs du client, que ce soit à court, moyen et long terme. La partie produit n'arrive qu'à la fin. Et c'est vraiment à la fin où on va aller définir tel ou tel produit par rapport à ses objectifs et sa situation personnelle. Il n'y a pas de produit miracle. Si moi je connaissais les produits miracles, je serais déjà enrichissime et je n'aurais même plus besoin d'être avec vous derrière mon ordinateur. J'espère que tu viendras quand même quand tu auras fait fortune. Hein. J'espère que quand tu auras fait fortune, tu participeras encore à des débats. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, les formules miracles, je me méfie toujours. Donc, il existe une multitude de produits, on va en parler, effectivement. Et puis, je pense que quand nous sommes en période de crise, il faut être très précis. De plus en plus précis. Paul l'a abordé sur la partie SCPI, à savoir quels étaient les sous-jacents et comment on articulait ça. Je pense que sur tous les types de produits, il va falloir affiner notre perception et notre connaissance du produit en lui-même. Donc, effectivement, il faut faire attention aux faux distributeurs. Ça existe malheureusement et faut aller regarder régulièrement les sites de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et de la CPR. Alors, les questions que tu m'as posées.
Je vais les reprendre. Tu m'as demandé dans une petite vision sur l'avenir. Alors, Maître Ombretta m'a piqué un petit peu mon expression sur la boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas le tarot de Marseille non plus. C'est un petit peu difficile. Tout ce que je sais, c'est que 2020, nous avons subi une inflation, une récession aussi forte que celle de 1942, c'est-à-dire qu'on revient 80 ans en arrière, mais quand même, les prix n'ont pas baissé. C'est un constat. On va voir comment ça va se passer pour 2021-2022. On sait que lorsque les gens n'ont pas confiance, c'est difficile d'investir. Or, là, nous sommes dans une période de flou artistique et d'incertitude. Crise économique, on voit bien qu'on en voit un petit peu le bout. Enfin, on en espère le bout et on espère bien que ça va enfin se terminer. La crise économique, on ne sait pas trop. Alors, Guy nous en a parlé. Il nous a parlé des différents scénarios de sortie, en tout cas sur la partie endettement, mais je pense que la crise économique y est liée forcément. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes en crise politique. Les élections présidentielles ont lieu dans 1 an maintenant, alors un petit peu plus d'1 an, mais les programmes politiques vont commencer à sortir, ou commencent déjà. Et là, il va y avoir beaucoup de promesses, comme souvent elles sont faites dans la partie politique, et que souvent, et trop souvent, on oublie la partie logement et même l'immobilier et l'aménagement du territoire. Ce n'est pas une préoccupation principale, alors que c'est quand même la base, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la base dans la pyramide de Maslow, à savoir se loger, et ensuite on envisage d'investir. Donc, faire attention à tout cela, mais ça veut dire que lorsqu'il y a des crises, il y a aussi des opportunités. Et qui dit opportunité, il faut savoir bien investir et au bon endroit. Alors, c'est là où il faut faire attention aussi sur la partie sociale, c'est que seuls ceux qui ont encore beaucoup d'argent, qui sont, on dit qu'on ne prête qu'aux riches. Malheureusement, c'est le cas. On sait bien avec les banques. En ce moment, ceux qui ont beaucoup de liquidités et qui ont de l'argent vont pouvoir bien rebondir et acheter des choses et à des prix qui leur conviendront. Or, comme tu le disais tout à l'heure, Henri, à propos, les investisseurs, ce n'est pas tous les gens extrêmement riches, loin de là, c'est des gens qui épargnent un peu par-ci, par-là, et qui veulent préparer, comme on dit Philippe, préparation à la retraite, faire face à des situations futures d'études des enfants, de santé. Enfin, voilà, c'est une préoccupation principale des personnes selon une étude de l'AMF. Donc, est-ce que les circonstances, le manque de vision économique, les circonstances politiques particulières avec une échéance présidentielle, les programmes qui vont sortir, tu dirais que ça va inciter à l'attentisme ou que, à l'inverse, toujours pareil, on en revient à la valeur refuge, et moi je vais même aller jusqu'à parler de valeur de préemption sur l'avenir. Est-ce que les ménages, dans cette période particulière, on n'a jamais connu ça, vont dire on se met aux abris? Pour l'instant, ils constituent une épargne de précaution extrêmement abondante. C'est cette voie qui semble empruntée par beaucoup. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont dire allez, on va écrire notre scénario, quoi qu'il en soit, on prend la main. On prend la main parce qu'on ne va pas être soumis à un futur président qui sera élu avec tel programme. On ne va pas être soumis à l'évolution des taux ou je ne sais quelle donnée fondamentale de l'économie. Laquelle des deux voies te paraît la plus probable aujourd'hui? Pour les ménages, allez, monsieur tout le monde, je ne dis pas celui qui est très avisé, qui prend des risques. Comment vont réagir les ménages? Il va y avoir un peu de tout. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir donc, cette incertitude, ce flou qui va forcément inquiéter. Et puis, il y a l'aspect opportunisme aussi qui va arriver. Et puis, à l'heure actuelle, j'ai un couple d'amis qui souhaitent investir. Ils veulent aller absolument sur de l'immobilier. Alors, on est en train de regarder comment le faire et vraiment si c'est judicieux et en fait, il faut aussi éduquer aussi les gens. Notre rôle de conseil et de courtier, c'est d'éduquer les personnes avec qui on travaille. L'éducation financière est importante. Donc, il faut leur expliquer tous les tenants, les aboutissants et surtout essayer de prendre en compte effectivement leurs objectifs, comment on y arrive, quel est le chemin qu'il va falloir parcourir pour le faire. Est-ce que
essayer d'aller faire de l'endettement bancaire, parce qu'effectivement, c'est quand même le meilleur moyen de s'enrichir, c'est de récupérer en tout cas un petit peu d'endettement. Et puis, essayer de prévoir aussi des portes de sortie. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain, effectivement, sera fait. Donc, il faut pas forcément mettre sur, tu as fait dit tout à l'heure sur la diversification, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, c'est le cas. Il faut pouvoir prévoir des portes de sortie, donc, avec des termes et des échéances différentes. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à l'objectif final, en sachant qu'il peut toujours y avoir, malheureusement, des incidents et des accidents de la vie. Et il faut pouvoir aussi le prévoir, tout en incluant une fiscalité actuelle, qui est quand même assez confiscatoire, enfin en tout cas qui est assez élevé sur la partie immobilière. Oui, ça a été dit par Philippe tout à l'heure, oui. Voilà, et qui peut très bien l'être beaucoup plus dans le futur. Parce que je crois que les politiques ont un petit peu du mal d'avoir vu qu'il y ait 200 milliards d'euros mis de côté pendant le premier confinement et qu'ils aimeraient bien capter une partie de cette épargne pour la rediriger à juste titre vers l'économie réelle, mais ils préfèrent la mettre dans l'économie réelle que sur l'immobilier d'investissement. Et ça, la partie politique actuelle, et ça fait longtemps, on dit un peu souvent la partie investissement. Il y a quand même quelque chose qui va être important. Ça. Le dernier, ensuite, je passe à Céline pour qu'on puisse débattre. Ouais, c'est le rôle des banques, on va dire quand même. Je ne sais pas, les banques à l'heure actuelle, si vous avez eu un petit peu de chômage partiel sur votre feuille de paye, est-ce qu'elles acceptent bien vos revenus? Le chef d'entreprise, est-ce que s'il a pris le PGE, même si avant la crise, son chiffre d'affaires et son bilan étaient propres, est-ce qu'il va pouvoir être finançable? Donc là aussi, cette incertitude, on va dire qu'il y a de manière très pragmatique les emprunts. Quant aux produits eux-mêmes, là, il y a pléthore hein, dans tout ce qui est immobilier neuf. Le seul truc que je vais dire, c'est très simple, il va y avoir peu de stock dans les années à venir, tout simplement parce que les élections municipales ont bloqué énormément de mises en chantier actuelles. Et donc, on va y revenir avec Philippe tout à l'heure, c'est un point important. Merci beaucoup. Céline, pardon, tu es la dernière et puis surtout avec un retard pendant un quart d'heure. Hein, je le dis à tout le monde et ça n'était pas aperçu. Vous n'avez pas été entendu. En revanche, c'est bien sur le replay, ça m'est confirmé. Les propos que vous avez tenus n'ont pas été vains, vous avez été enregistrés. Je le dis pour ceux qui ont parlé à ce moment-là et c'est en particulier Ombretta ou Sébastien. Céline, alors tu es… tu as la compétence de conseiller en gestion de patrimoine, comme d'autres, je l'ai dit, autour de cette table, mais tu es très innovante voilà, et audacieuse. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le crowdfunding, hein, que tu as été l'une des premières hein, en France à regarder avec attention comme un support d'investissement crédible pour les particuliers. Alors, il a gagné en sécurité hein, au fil des ans. Tu n'es pas pour rien, tu fais partie de ceux qui ont fait des recommandations au pouvoir public. Ton regard sur cet actif particulier, sur d'autres que nous avons cités. On a parlé d'épargne solidaire, d'investissement solidaire et responsable. Quel est ton avis? Paul a été très clair s'agissant des SCPI. Il a dit bon, c'est un plus, mais c'est pas une raison suffisante d'investir sur un support. Est-ce qu'aujourd'hui les Français, je repose la question que j'ai posée à Sébastien, vont avoir une aversion au risque dans cette période et vont vraiment vouloir chercher des supports très sécurisants et peut-être moins innovants finalement. Voilà, ton regard avec cette compétence particulière pour ce qui est nouveau. Alors, beaucoup de choses. Donc, par rapport, peut-être rebondir sur 2-3 points précédents, par rapport au financement des SCPI, effectivement, une situation que je trouve dommageable, c'est qu'on avait une banque qui était le Crédit Foncier, pour pas le nommer, qui finançait peut-être un peu plus cher que le taux de base les SCPI, mais qui les finançait très bien. Et avec le changement de cap de cette structure, pour le moins, on se retrouve un peu dépourvu. Je trouve dommage que certaines banques financent des SCPI, mais seulement les leurs,
Et donc, peut-être un point d'attention auprès des investisseurs, c'est que quand ils demandent conseil ou que eux font un travail d'analyse et de sélection de SCPI, de ne pas aller sur autre chose simplement parce qu'il y aurait une solution de financement, mais qui serait en fait un pis-aller quelque part. Voilà. Très important. Bon, après, il reste toujours la solution pour ceux qui avaient ouvert un PEL avant 2011 d'utiliser ce PEL pour financer les SCPI. On n'y pense pas souvent. Bon, le petit bémol, c'est que les taux du PEL ouvert avant 2011 sont un peu au-dessus de 4 points, 4,5, et donc ça fait peut-être un peu cher aussi. Donc, on avait regardé à la fermeture du crédit foncier, on avait essayé de faire un petit peu comme un appel d'offres, on va dire, au nom de la profession, dans le cadre de mon association professionnelle, de regarder un petit peu s'il y avait des banques qui se positionnaient et qui seraient intéressées. Alors, il y avait des banques étrangères qui l'étaient a priori, seulement le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire des prises de garantie sur ce type de véhicule qui est vraiment un produit très franco-français, la SCPI. Donc, on espère que d'autres solutions vont arriver parce que pour moi, alors je l'ai vu passer dans les commentaires, mais sincèrement pour moi, le fait de nantir la totalité de l'emprunt demandé auprès d'une banque, pour moi, c'est pas du financement. C'est clair. Tiens, voilà. Un petit mot, puisqu'on parlait des SCPI, un petit mot sur les OPCI. Est-ce que dans cette période particulière, où certains actifs immobiliers, ça a été dit très clairement, peuvent poser des problèmes, les bureaux commerce, est-ce que avoir un mix, c'est ça l'OPCI, avec aussi des valeurs mobilières, d'avoir cette diversification sur les deux grandes classes d'actifs, est-ce que ça peut donner un coup de fouet aux OPCI qui constituaient très très peu de la collecte de la pierre papier? C'est sûr, les OPCI avaient été créés pour supplanter les SCPI qui devaient disparaître réglementairement avant que la réglementation ne revienne dessus et change cette donne. L'OPCI a effectivement la particularité dans son mode de fonctionnement réglementaire d'avoir une poche importante en liquidité. On va dire dans les 40%. Alors que les SCPI, c'est 5. Et donc, ça doit garantir leur liquidité sur le papier. Sauf que, on sait que dans leur fonctionnement, il y a des sociétés de gestion qui mettent des gates, c'est-à-dire des portes, ou alors on a la possibilité que demander telle valeur maximale de rachat et sur telle période et pas avant telle date. Donc, je suis pas sûre que ça fasse réellement la différence, le fonctionnement en fait, réglementaire OPCI, SCPI. Je suis pas sûre que là ça fasse véritablement la différence s'il devait vraiment y avoir un temps de crise, on va dire. Voilà. Après, en termes de diversification, oui, parce qu'ils investissent pas exactement sur les mêmes supports que les SCPI. Donc, c'est toujours intéressant de diversifier. Deuxième point sur je sais pas si j'ai répondu à ta question, Henri. Totalement, c'est parfait. Deuxième point sur lequel on pouvait peut-être raccrocher aussi, c'est par rapport au parking. Alors, c'est une question qui est récurrente, qu'on a l'habitude d'entendre dans les différents salons de l'immobilier à Paris, au Carrousel. Effectivement, c'est quelque chose qui peut sembler attractif parce que la mise de départ n'est pas très élevée et que la promesse de rentabilité est plutôt sympathique. Après, il faut regarder la rentabilité dans son ensemble. Donc, une fois qu'on a déduit les frais de notaire qui vont être un peu plus élevés que de l'achat immobilier dans le neuf, par exemple. Et puis, effectivement, comme l'a souligné le maître, la gestion derrière qu'on confie plutôt. Autre point peut-être aussi, c'est quid de l'évolution de la voiture dans notre paysage urbain, et donc des typologies de parking dans lesquelles on peut être amené à investir. Et ça m'amène sur un levier supplémentaire du conseil en gestion de patrimoine. Effectivement, comme on l'a souligné tout à l'heure, le CGP n'a pas forcément vocation à ne traiter que les très riches. C'est peut-être justement quand on n'en a pas beaucoup qu'il faut être le mieux conseillé et aidé. Et le CGP va pouvoir vous aider à prendre ce recul nécessaire et à analyser vos placements parce que l'immobilier n'est pas figé.
c'est-à-dire qu'un bon produit immobilier aujourd'hui sera peut-être plutôt un centre de coût dans 10 ou 15 ans ou dans 5 ans et qu'il faudra faire cette analyse et réajuster derrière. Et puis, le est-ce que tu juges, parenthèse, est-ce que tu juges que les ménages, là encore, on ne parle pas forcément des plus avisés, ni certainement des plus riches, des plus fortunés, ne sont pas assez agiles. C'est-à-dire qu'ils n'arbitrent pas suffisamment. On est dans une période où des repères changent. Est-ce que ça signifie, avec un conseil professionnel, qu'il faut se mettre en situation de devoir arbitrer et de ne pas rester figé? J'ai parlé tout à l'heure de faire le gros dos. On disait, bon, immobilier, période longue, mais est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui réauditer en quelque sorte ce dont on est propriétaire de la résidence principale jusqu'à des avoirs de toute nature? Est-ce qu'il faut ce courage, je dirais, cette lucidité de savoir arbitrer? Il me semble que oui. Et après, en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas, il faut bien avoir conscience à la base que l'immobilier, c'est plutôt un investissement à horizon de placement long. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, voilà, j'ai 300 000 euros, mais il faut que je puisse en disposer librement dans 5 ans parce que j'ai tel ou tel projet de vie, on ne va pas forcément aller sur de l'immobilier. On sait bien qu'il y a des horizons de placement, ne serait-ce que par des contraintes fiscales. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'attendre les 22 ou 30 ans d'exonération de plus-value immobilière pour revendre de l'immobilier. On voit bien qu'à 14-15 ans, on commence à avoir une fiscalité un peu plus allégée, même si elle est là, mais elle est plus confiscatoire au point de ne pas pouvoir envisager une réorientation de son investissement si ça nous semble pertinent pour d'autres raisons, soit personnelles, soit financières ou autres. C'est clair. Par rapport aux loueurs en meublé, effectivement, là, nous, ça fait plusieurs années qu'on le dit au sein de l'ANACOFI. Et d'ailleurs, on a publié un guide pour les résidences gérées. Il ne faut pas considérer l'investissement en résidence gérée, que ce soit les EHPAD, les seniors, les santé, les tourismes, les étudiants, comme un investissement immobilier. Il faut le considérer comme un investissement dans l'économie réelle. Vous pariez en fait sur l'entreprise, sur le gestionnaire qui va administrer ce bien, qui va faire en sorte que ça se remplisse, qui va aller démarcher les tours opérateurs dans le tourisme, qui va aller démarcher les écoles, les universités pour les étudiants, etc. Et le sous-jacent est l'immobilier. Donc déjà, bien prendre cette considération pour faire son investissement en pleine connaissance de cause. Et puis, moi, je trouve formidable… Je te laisse finir. Je trouve formidable ce levier. Vraiment, l'utilisation, alors c'est un terme un peu complexe peut-être, mais l'utilisation des dotations aux amortissements et donc le fait de pouvoir créer artificiellement des charges sur une partie de la valeur de son investissement, pour minorer sa fiscalité future tout en constituant son patrimoine, je trouve ce levier patrimonial exceptionnel. Mais on n'est pas forcément obligé de le faire par ce vecteur-là uniquement, par le vecteur de la résidence gérée confiée à un gestionnaire. On peut aussi le faire en diffus en tant que résident principal du locataire parce qu'on a un appartement qui est bien situé aussi. Le statut n'est pas menacé aujourd'hui. On sait que, sans aller jusqu'à dire que c'est un paradis fiscal, c'est un espace fiscal heureux, tu le disais, avec un mécanisme d'entreprise finalement. Il a souvent été menacé. Est-ce qu'aujourd'hui, il semble solide pour 2021 à tout le moins? Pour 2021, on a eu plusieurs entretiens à la DHUP, donc la direction de l'habitat et de l'urbanisme. Effectivement, c'est une, entre guillemets, niche fiscale, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'on a le beurre et l'argent du beurre et que ce n'est pas si courant en immobilier. Pourquoi on dit ça? Parce que la plus-value est basée sur la plus-value immobilière des particuliers, donc la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de vente. Oui. Alors qu'elle devrait, entre guillemets, être comptable, c'est-à-dire la différence entre la valeur à laquelle je vends et la valeur comptable, donc ma valeur déduite de mes amortissements. Et donc, on bénéficie doublement de l'amortissement pour ne pas générer de la fiscalité, mais on ne s'en sert pas pour la plus-value.
Donc, c'était quelque chose qui quand même les titillait. On espère quand même que le message de dire que l'investisseur particulier se supplée à l'État, dans un certain nombre de cas, des résidences gérées Bien sûr, notamment, bien sûr. et donc que c'est lui qui porte le risque de ce défaut potentiel du gestionnaire, et que donc ça mérite bien ça. Après, encore une fois, pas la boule de cristal. En tout cas, Est-ce qu'il y a des... c'est un de nos fers de lance. Enfin, on essaye vraiment de maintenir ça et on y croit. Enfin, on a des motivations qui nous semblent justes. Des arguments. Il y a Voilà. des arguments. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de renégociations de la part des sociétés de gestion parce que des loyers ne sont pas versés, parce qu'il y a de la vacance? Alors, je parle tout spécialement de certaines résidences gérées, de certains types de résidences gérées. Est-ce qu'à la montagne, on ne rencontre pas des problèmes aujourd'hui quand on est un investisseur en résidence gérée de tourisme d'altitude? Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés conjoncturelles particulières pour ceux qui portent aujourd'hui ces actifs-là, pour des investisseurs qui ont fait ces choix et qui pourraient éventuellement inciter à la prudence pour de nouveaux entrants en résidence gérée? C'est sûr que la période Covid a généré des alertes qu'on n'avait pas du tout imaginées jusqu'à maintenant, mais quels que soient les secteurs, et l'immobilier n'en est pas exempt. Oui, effectivement, il est fort probable que si l'activité chute drastiquement cet hiver dans les stations de ski, le tourisme d'hiver va être fortement pénalisé. Le tourisme d'été, il a été un petit peu moins parce que voilà, on a vu un petit peu de rattrapage. Mais enfin, quand même, il y a un certain nombre de résidences qui semblent dire qu'ils ont beaucoup souffert. Ça ne nous a pas échappé qu'il y a déjà une action de classe, enfin une action de groupe qui a été menée auprès d'un gestionnaire parce qu'effectivement, ils ont de façon unilatérale décidé soit de ne pas payer du tout une partie des loyers, soit de les abaisser fortement. On avait pris position là aussi au mois d'avril, en disant que cette période, cette crise économique sans précédent méritait des efforts de la part de l'ensemble des parties prenantes, mais pour autant qu'elle nécessitait aussi de la transparence pour avoir de la confiance. Il fallait pas que les investisseurs particuliers soient la variable d'ajustement de ces sociétés, de ces gestionnaires. Bien sûr. Parce que, mis à part les résidences de tourisme, qui pour autant ne le font pas toujours en plus, mais mis à part cette catégorie de résidences, les autres résidences n'ont pas l'obligation de publier leurs comptes. Donc là aussi, il y a des progrès à faire. Il y a eu des choses qui ont été faites dans la loi Allure pour contraindre le bailleur. Le problème, c'est que dans les résidences gérées, le bailleur, c'est le particulier, c'est pas le pro. C'est exact. C'est exact. Un mot sur le crowdfunding avant que je ne revienne vers Philippe. J'espère qu'il est encore avec nous. On va se donner une dizaine de minutes de plus parce qu'on a volé, bien malgré nous, ce temps à nos participants. Bien sûr, conclusion comprise de la part de Guy. Donc, un mot sur le crowdfunding et peut-être une traduction parce que ça reste encore à expliquer pour beaucoup. Alors, le crowdfunding, c'est donc le financement participatif, financement par la foule. Ça veut dire que par l'intermédiaire d'un site Internet gardé par une plateforme réglementée, inscrite à l'ORIAS, vous pouvez investir sur différents types de projets immobiliers, que ce soit de la promotion immobilière, de l'aménagement, revente, travaux, de l'aménagement foncier, du financement de groupes, de ce qu'on appelle le financement corporate. Voilà, donc les solutions d'investissement en crowdfunding sont vraiment extrêmement diverses et variées. Le crowdfunding est de plus en plus connu et reconnu et il gagne vraiment à être encore plus connu et reconnu. On le voit très clairement, en 2020, il a vraiment tenu sa place. C'est une classe d'actifs à part entière qui a vraiment bien fonctionné, y compris pendant la période Covid. C'est-à-dire qu'ils ont été présents pour financer les porteurs de projets et pour maintenir l'activité des professionnels du secteur immobilier. Alors, est-ce que justement,
les promoteurs ne vont pas être enclins en 2021 à recourir davantage au crowdfunding pour faire leur tour de table, parce que peut-être que les banques seront un peu moins au rendez-vous et que finalement, ce sera un mode alternatif encore plus utilisé. Ah, c'est possible. C'est possible que les promoteurs, déjà, le crowdfunding, globalement, a un track record, c'est-à-dire que maintenant, il existe il est réglementé depuis 2014. Les toutes premières plateformes et les premiers projets sont sortis en 2012-2013, mais là, vraiment, c'était de façon anecdotique. Mais voilà, le crowdfunding est né en 2014, donc on a 6 ans d'historique. On voit que sur ces 6 ans d'historique, il y a plus… Alors, mon ami Guy Marty dirait que ce n'est qu'un trait sur le livre de l'épargne des Français, mais par rapport au volume des autres classes d'actifs, mais on est à plus d'1 milliard d'euros maintenant de financés via du crowdfunding pour l'immobilier. Sur l'ensemble de ces 1600 projets financés, on voit que toutes les catégories de porteurs de projets sont représentées, c'est-à-dire qu'il y a y compris des gros promoteurs dans le top 20 des promoteurs français qui vont se financer avec du crowdfunding. Donc, ce n'est absolument pas des canards boiteux qui sont financés par ce biais-là, bien au contraire. Donc, sur l'ensemble de tous ces projets, de toutes ces levées de fonds, il y en a encore à peu près la moitié qui sont en cours de vie, normal. Il y a 33% qui ont été remboursés et il y a 9% qui sont en retard, dont seulement la moitié en retard de plus de 6 mois. Ça veut dire que globalement, il n'y a que 4% des projets pour lesquels on peut se poser une question et 0,01% des projets en défaut. Le rendement qu'on peut attendre de ce fonds de placement. J'allais dessus. Du coup, le défaut, il existe. Il y en a eu un sur un porteur de projet et il y en aura certainement d'autres. Pourquoi ? Parce que c'est lié à la promesse de rendement. J'entendais tout à l'heure que c'était un peu difficile, effectivement, d'aller chercher du rendement. Aujourd'hui, et historiquement, depuis le début, le crowdfunding immobilier, il est à 9,3 points de rentabilité pour un horizon de placement d'environ 2 ans. Et alors, en 2020, on a vu naître d'autres choses, c'est-à-dire du financement un petit peu plus systématique aussi des marchands de biens, qui étaient peut-être un peu moins présents dans le crowdfunding jusqu'à maintenant, et avec des solutions, des horizons de placement beaucoup plus courtes. Il y a des solutions qui sont sur 3 ou 6 mois. Alors, bien sûr, 9,3%, il y a du risque intrinsèque. Il y a un risque de perte en capital si le porteur de projet se plante, forcément. Bien sûr. Mais il y a des façons de vérifier, tu parlais des promoteurs qui ont pignon sur rue, de vérifier que ce sont des entreprises sérieuses qui, par le passé, ont toujours mené à bien leurs opérations. Tout à fait. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Alors, c'est amené un peu par la réglementation, mais c'est amené aussi par le vecteur d'investissement, c'est Internet. Et donc, on est dans le full numérique et dans la transparence quasi obligatoire, on va dire. Et donc, du coup, on a accès à un certain nombre d'informations. Alors après, la problématique, et je vais avoir gain de cause parce que c'est le règlement européen qui va venir à mon secours là-dessus. Une de mes dernières batailles, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais une des dernières, c'était ce que moi j'ai appelé le time to invest, c'est-à-dire le temps dont l'investisseur potentiel dispose entre le moment où il a accès au projet, aux caractéristiques du projet et le moment où il peut investir. Il y a des fois, c'est hyper court. Il y a des fois, on a 20 minutes. Je défie quiconque de comprendre l'investissement en 20 minutes. Donc, voilà, il y a des progrès encore à faire, mais il y a de l'agilité, il y a de la transparence, que ce soit sous contrainte réglementaire ou parce que c'est dans l'ADN du fonctionnement. Mais ça reste, voilà, il y a aussi une marge de risque parce qu'on est à 9 points. Alors, je termine avec un clin d'œil. On nous demande comment orthographier crowdfunding. Écoutez, Céline l'a dit, c'est le financement par la foule. Donc, crowd, c'est C-R-O-W-D.
et attaché funding, voilà les fonds FUNDING. Voilà, mais c'est très bien, on jargonne toujours trop, on nous conduit à être didactique. Merci Céline. Un petit mot, Benjamin Darmonier a demandé la parole, mais je voudrais que Philippe, honneur à nos invités, revienne avec nous simplement sur la question territoriale. On parle beaucoup de ce nouvel aménagement du territoire qui va sortir de cette crise sanitaire, qu'en tout cas elle aura catalysé avec un autre regard porté sur les villes moyennes, un regard aussi sur les grandes villes alternatives de la capitale. Ombretta Porcher nous disait qu'elle est notaire en région parisienne à Vissou, que Paris, la région parisienne, n'ont plus sûrement le même degré d'attrait pour tous les ménages, on le constate. L'offre de neuf, elle est pauvre, on l'a dit, hein, Sébastien l'a dit. Donc, votre regard sur ce sujet, Philippe, d'ailleurs, hein, vous avez, vous, un portefeuille nécessairement à la disposition de vos clients. Comment il va être, ce portefeuille, en 2021 ? Des chantiers qu'on n'a pas lancés il y a 2 ans, mais forcément, ils ne sortent pas aujourd'hui. Est-ce que les prix vont monter dans le neuf ? Est-ce qu'ils vont être stabilisés parce que les circonstances font que les promoteurs vont devoir les contenir ? Et est-ce qu'il y a des conseils de localisation nouvelles qu'on ne regardait pas et qu'il faut regarder parce que la demande locative a tout lieu d'y être plus forte qu'ailleurs ? Alors, la demande, elle est pauvre. L'offre, pardon, elle est pauvre, ça c'est clair. Les projets ne sont pas sortis cette année du fait des municipales, du fait aussi du confinement qui a retardé tous les processus d'instruction. Et vous rajoutez à ça les problématiques de recours quasi systématiques, c'est près de plus de 2/3 des opérations qui font l'objet d'un recours aujourd'hui, lorsqu'on est dans des zones urbaines, ce qui pose de réelles difficultés pour sortir des opérations immobilières. Donc l'offre, elle sera pauvre, elle est pauvre, et j'ai envie de dire, et pour autant, je sens que le marché est en train de se desserrer. C'est-à-dire que je recommence à voir un certain nombre d'opérations arriver à l'étude. On a notre propre bureau d'études locatif et qui nous permet de nous positionner sur chacune des opérations avant de les référencer. Vous faites des grilles, comme on dit, pour les promoteurs. Hein. Oui, on fait des grilles et surtout on vérifie le bon positionnement prix, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Les promoteurs ont du mal à positionner leurs opérations. Ils ont eux-mêmes réduit très fortement leur production, ils ont leur machine à faire tourner. Il faut donc qu'ils se refassent un petit peu sur les quelques opérations qui réussissent à sortir pour assumer leur coût de structure. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur les prix et d'où la nécessité d'avoir une réelle expertise en interne. Donc, véritablement, je vois un nombre d'opérations significatifs arriver à l'étude. Pour autant, je vois aussi des taux de refus par notre propre bureau d'études plus importants aussi. Pourquoi ? Parce que les prix qui nous sont proposés aujourd'hui sont parfois, de notre point de vue, pas forcément en adéquation avec la valorisation que l'on peut espérer sur le secteur. C'est toujours compliqué, on parlait de boule de cristal, c'est toujours très compliqué de savoir comment va évoluer un marché. Pour autant, j'ai envie de dire, il y a quelques fondamentaux qu'il faut respecter et il faut rester extrêmement vigilant. Et c'est là que s'appuyer sur un professionnel pour investir est clé. Un investisseur qui va aller tout seul dans sa bulle de vente, qui va aller tout seul faire ses courses sur un site internet, sur de l'immobilier neuf, il peut se retrouver véritablement mis dans une situation difficile et investir soit pas au bon endroit, soit pas au bon prix. Et s'appuyer sur un professionnel pour le faire est toujours un élément extrêmement sécurisant. Je sais que ça a été dit par Céline et Sébastien et je ne peux que m'appuyer sur leurs propos. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'offre, elle est pauvre, elle est en train de revenir sur le marché. Encore faut-il être extrêmement sélectif là-dessus. Il faut aussi être ouvert. Et vous l'avez dit, il faut savoir aller sur des marchés qui ont été peut-être un petit peu moins explorés que d'autres. Aujourd'hui, on a des villes qui sont devenues à des niveaux de prix problématiques, assez inexpliqués, ou en tout cas sur lesquels moi, je ne me sens pas confortable pour amener un investisseur. Et effectivement, je préférais aller sur une ville peut-être un petit peu plus moyenne, sur lequel on a encore un potentiel, sur lequel on a une demande locative qui est forte, c'est des éléments clés, et sur lequel on sera sur un prix d'accès qui sera plus en adéquation avec une valeur de sortie. Et ça, véritablement, donc des villes
Vous voyez, on a nous, sur quelques villes moyennes de l'Ouest sur lesquelles on a bien fonctionné. On a parlé, on est intervenu là récemment sur une ville comme Chartres, qui est pour le coup un très bon marché de report de la région parisienne, ville comme Reims, qui a aussi un bon marché de report. On est intervenu sur des villes, sur d'autres bassins un petit peu plus périphériques, par exemple le bassin du Pays de Gex, qui est un bassin extrêmement actif et qui fonctionne bien, sur lequel on peut aller, alors que le marché lyonnais est extrêmement compliqué, quasi intouchable, avec en plus très peu d'offres. Donc voilà, il faut savoir sortir un petit peu des sentiers battus, et pour ce faire, il faut s'appuyer sur un professionnel, là sans aucun doute, parce que sauf à faire, j'ai envie de dire, ce que ferait tout investisseur naturellement, c'est-à-dire investir à 2 rues de chez lui, qui est clairement pas forcément la bonne solution et souvent impossible à faire, mais surtout rarement la bonne solution. Il faut s'appuyer sur un professionnel pour savoir où aller et être un petit peu curieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur un marché qui est déjà mature, il faut savoir se positionner sur un marché qui va le devenir. Et effectivement, on peut se dire que ce que nous vivons cette année va peut-être permettre à certaines villes un petit peu plus périphériques de sortir leur épingle du jeu. Sur lequel il y aura là pour le coup du potentiel de plus-value et en tout cas une très forte demande locative. C'est encore une fois l'élément clé d'un investissement locatif réussi, il faut qu'il soit loué, tout simplement. Bien sûr. Donc la première des questions, c'est celle-là. Vous ne l'avez pas dit, peut-être parce que c'est dans tous les esprits, mais il y a un dispositif aujourd'hui clé, prolongé, qui est le Pinel. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit, effectivement, il était dans l'esprit de tout le monde. Il est prolongé, tant mieux. Il est prolongé, tant mieux. Pour autant, j'ai envie de dire, les prix ne vont pas se détendre. Ça, c'est pour le coup une conviction forte que j'ai. Je pense que tout le monde autour de la table la partage, du fait du manque d'offres, mais du fait aussi, je l'ai dit, de l'évolution de la réglementation thermique. Quand on en discute avec des professionnels de la promotion, c'est une évolution de prix de coût de construction de l'ordre de 15% qui va s'appliquer du jour au lendemain. Et comme les coûts des fonciers n'ont pas baissé, bien au contraire, ben vous vous retrouvez, et avec en plus des tendances de certaines municipalités qui, du fait de la vague verte que l'on a eue lors des dernières élections municipales, ont tendance à dédensifier les opérations pour y mettre un jardin potager, un truc comme ça qui va faire, c'est super, probablement très agréable à vivre. Pour autant, c'est pas forcément ça dont ont besoin aujourd'hui les villes. Les villes, elles ont besoin, au contraire, ça c'est mon point de vue, ma conviction, de densification pour éviter de se retrouver des temps de transport aberrants qui, là, pour le coup, d'un point de vue écologique, sont encore plus contre-productifs. Donc voilà, ça c'est ma conviction. Je pense que le balancier est allé un petit peu trop loin d'un côté. Il va falloir attendre qu'il revienne et qu'il se repositionne plus correctement. Mais aujourd'hui, les prix étant ce qu'ils sont, ils vont continuer de mon point de vue à monter. C'est donc probablement une mauvaise idée que de se dire qu'on va attendre et espérer une baisse des prix des logements neufs. C'est important, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup, Philippe. La parole à Benjamin qui la demande depuis tout à l'heure, mais je voulais que Philippe Austral, notre invité, s'exprime d'abord. Benjamin, et ensuite Sébastien a demandé la parole, ainsi que Céline. Et puis je pense qu'on mettra un point final à notre réunion. Tu as bien fait, Henri. Moi, j'ai quand même 2 questions, une à Céline et une à Paul. Je sais que le temps est compté, donc je vais une question pour Céline. On va le prendre. Céline, ne pensez-vous pas que le crowdfunding pose question quand même sur le système bancaire, sur le fait que les banquiers ne remplissent plus leur mission? Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Et est-ce que ce mode de financement ne rappelle pas les pays en développement, ce que nous ne sommes plus? Alors, la particularité du crowdfunding est qu'il vient, alors quand on est dans le cadre de la promotion immobilière, il vient la plupart du temps en cofinancement, donc il vient à côté de la banque. Et donc, ça permet à la banque de partager le risque. En fait, plus précisément, le crowdfunding vient en refinancement de fonds propres du promoteur. Donc, pour le faire de façon très rapide, d'une façon chronologique, le promoteur, il repère son terrain, il fait son tour de table avec ses amis, et là, les tickets sont de l'ordre de 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros.
Et après, donc, il va acheter le terrain, déposer son permis, purger le recours, faire sa précommercialisation dans le cadre des ventes en VFA. On va attendre 50, 60, 70, voire 80% de précommercialisation. Enfin bon, on va se dire 50. Et là, il va aller trouver sa banque pour avoir son financement. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il va concomitamment aller trouver la plateforme de crowdfunding pour sortir les fonds à lui, qu'il a bloqué au tout début de l'opération. Donc, c'est en complément d'un financement bancaire. Et comme ça, le promoteur peut, avec son argent à lui, réembrayer sur une nouvelle opération. Parce qu'il n'y a personne d'autre que le promoteur lui-même qui peut faire travailler son argent à son niveau à lui. Ça n'a pas Pour conduit les les banques. marchands de biens, Pardon, continue. pour les marchands de biens, là, en revanche, on peut être en financement exclusif en crowdfunding parce que on est sur plus de réactivité déjà. Hein, un financement en crowdfunding, entre le moment où je demande à une plateforme et le moment où j'ai les fonds, il peut se passer 3-4 semaines, 6 semaines. Très rapide. En financement bancaire, c'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, on a cette réactivité dont ont besoin les marchands de biens parce qu'ils font ce qu'on appelle des coups de fusil. Hein, ils ont besoin d'être réactifs et que ça, enfin, voilà, d'avoir les fonds rapidement. Et puis, c'est une catégorie de population. Alors, a fortiori avec les conditions, enfin ce qu'on impose aux banques en termes de sécurité, ils ont des prises de garantie et des prises de risque sur les marchands de biens qui sont moins faciles que sur de la promotion. Donc, je dirais que ça se complète et que ça fluidifie, enfin que ça améliore le marché plus que ça ne le concurrence véritablement. Voilà, ça n'a pas conduit les banques à se retirer. Ça n'a pas conduit les banques à se retirer du financement des promoteurs. Non. Non. Mais alors, un autre truc, c'est qu'il y a certaines banques qui semblent empêcher certains de leurs gros acteurs d'aller se financer sur du crowd. Et du coup, on voit les montages financiers dans le crowdfunding qui se modifient un peu avec des financements donc de la structure mère pour pas que ça apparaisse directement à la structure projet. Et ça, je trouve ça pas très sain. Donc, c'est pas sain. Voilà, c'est pas très sain. Céline, c'est absolument pas sain. Et aujourd'hui, on peut faire une opération de marchand de biens grâce à cette forme de financement sans aucun investissement personnel. Et c'est là où j'évoque une bulle, c'est-à-dire que très clairement aujourd'hui, on va chercher les fonds propres dans un fonds, on va chercher le crédit dans une banque et l'investissement personnel du professionnel est quasi nul. Et donc, on sait très bien que si on retire l'aspect risque financier du professionnel, il va pouvoir en faire plus, donc prendre plus de risques. Et si le marché venait à dévisser quelque peu, c'est non seulement risqué pour les gens qui investissent dans ces fonds, mais aussi pour le professionnel lui-même. Tout à fait. Mais c'est pour ça que normalement, les plateformes exigent quand même un minimum de fonds propres. Et on a vu, là, notamment avec la crise Covid, elles ont encore resserré leur grille d'analyse. Quand je disais tout à l'heure que c'est absolument pas les canards boiteux qui vont se financer en crowdfunding, c'est vraiment pas le cas. Oui. C'est-à-dire que même sur les marchands de biens, la plupart des plateformes je vais dire sérieuses, même si le terme ne me plaît pas beaucoup, mais vont exiger 5 ans, 10 ans de professionnalisme de la part du porteur de projet, vont exiger qu'il ait au moins fait une opération autrement que par du crowdfunding d'un montant de minimum 1 million, 1,5 million, 2,5 millions, etc. Et ils vont analyser ces fonds propres et vont exiger du fonds propre. Et donc la réponse, il n'y a pas du financement à 100%. Il y a une sélection aujourd'hui. Avec du crowdfunding. Voilà, il y a une sélection des projets qui est de nature à rassurer l'investisseur. La question devait être posée. Benjamin, une question à Paul Bourdois. Ah, pardon. Continue, non, mais termine, mais je ne voudrais pas qu'on… Ah non, juste par rapport à la sélection, là où on doit porter l'attention, c'est peut-être pas tant là-dessus, mais c'est plutôt ce qui entre guillemets, me dérangerait
le plus, c'est peut-être un manque d'adéquation entre la qualité du porteur de projet, le temps, l'horizon d'investissement et la promesse de rendement. Aujourd'hui, je constate une promesse de rendement très homogène à 9,3, 9,5, voilà, 9, 10. Alors que pour moi, quand on finance, suivant les catégories de porteurs de projets qu'on finance et suivant ce qu'on finance, de l'aménagement foncier ou de la promotion ou du marchand de biens, le risque n'est pas le même et on devrait avoir plus de différences dans les promesses de rentabilité qu'on en a. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont très bien payés et donc on est très bien rémunéré par rapport au risque réel. Et a fortiori, il y en a quelques-uns, peut-être ça mériterait du 10, 11, 12, 13 points par rapport au risque réel qui est pris. Merci beaucoup, Paul Bourdois, mais la question de Benjamin, sans quoi tu ne pourras pas répondre. Et on accélère un petit peu. Oui, on accélère. L'impact de la crise ne se ressent pas encore sur la valorisation des parts de FCPI focalisées sur le marché du tertiaire. Est-ce que ce n'est pas à cause des nombreuses aides qui ont été données aux entreprises? Parce que beaucoup, sur le marché du tertiaire, on sait qu'on est confronté à des baux 3, 6, 9. Et le fait que les locataires envisagent de donner congé, est-ce qu'on s'en rend déjà compte? Est-ce qu'on analyse cette situation et surtout ce risque? Et est-ce que les acteurs envisagent des transformations de bureaux en habitation pour solutionner les problèmes auxquels ils vont être confrontés? Dernier point, on sait que les experts immobiliers aujourd'hui ont beaucoup de problèmes pour valoriser les parts de FCPI, parce que je vous rappelle que les parts de FCPI doivent être valorisées tous les trimestres et qu'eux, ils ont une vraie responsabilité. La dernière fois, l'un des dirigeants de CBRE évoquait que le marché dévissait de 20% sur le marché de bureaux. Est-ce que tout cela vous inquiète pas pour les rendements que vous devrez donner, enfin que les FCPI devront donner à leurs actionnaires? Alors, très rapidement, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. Donc, effectivement, il peut y avoir et il va y avoir une correction du prix de part. Je rappelle juste que dans la valorisation du marché immobilier, il y a d'une part le marché de l'investissement et d'autre part le marché de la transaction locative. Le marché de l'investissement, il se porte bien, j'entends sur les bureaux notamment, il se porte même mieux qu'avant crise parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Il y a des rendements financiers sur les placements financiers qui sont très mauvais et par ailleurs, la prime de risque attendue par les investisseurs est bonne sur l'immobilier. Donc ça veut dire que, évidemment, offre de marché et demande, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres parce que aujourd'hui, c'est comme ça. Donc forcément, la valorisation de ces bureaux, elle est meilleure. Au-delà de ça, et parallèlement à ça, il y a, sur le marché de la transaction locative, il y a forcément un peu plus de personnes qui peuvent donner congé. Et donc, il y a une offre, là, pour le coup, qui est un peu plus forte que sur le marché, que la demande, sur ce marché-là. Donc, il y a un équilibrage qui se fait de ce côté-là. Mais concrètement, si on regarde les choses, il va y avoir probablement une correction du prix de part, puisque tout ça, on prend ça dans sa globalité. Si je regarde, même si les performances passées ne présagent pas de l'avenir, on sait qu'on le répète souvent, mais en 2008, par exemple, encore une fois, c'était la fin du monde. C'était vraiment, je pense que les gens se disaient qu'il y allait avoir une explosion des marchés financiers. Les SCPI, la valorisation des parts de SCPI, et notamment de bureaux, puisque c'est le principal actif présent dans les SCPI, a baissé de un peu plus de 5%. Donc, on est quand même sur un actif qui est ultra défensif. La SCPI, le fait d'être effectivement sur des actifs qui sont diversifiés, qui sont de qualité, pour la plupart des SCPI, il y aura probablement des corrections sur des SCPI qui ont plus regardé le rendement que la qualité des biens, mais la plupart des SCPI, il va y avoir certainement une petite correction, mais qui va repartir après. Et je rappelle quand même que les SCPI, le but, désolé, je prends un peu de temps pour répondre à cette question, mais le but avant tout des SCPI, c'est d'avoir
c'est un placement financier, comme le disait Sébastien, même si le sous-jacent est immobilier, c'est un placement qui est là pour donner du rendement avant tout. Et s'il y a une valorisation, sous-valorisation ou revalorisation, c'est une cerise sur le gâteau. Pour ce qui est de la valorisation par les experts, là, je ne peux pas répondre parce que c'est un métier qui n'est pas le mien. Et donc, est-ce qu'ils vont avoir du mal à valoriser, à donner la valeur d'expertise des biens? Probablement pas. Elle a lieu effectivement tous les trimestres ou tous les ans. Et malgré la conjoncture, ils arrivent à le donner. Donc, la valorisation des parts, elle va se faire évidemment en fonction de cette valeur d'expertise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. C'est Sébastien Barrault qui voudrait reprendre la parole et qui abuse de l'absence. Il n'est pas revenu vers nous de Guy Marty, mais qui m'a fait un message. Effectivement, il est retenu, il était en tournage, je vous l'avais dit au début. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le mot de la fin. C'est à Émilie, je sais que je vais le confier, bien sûr. Sébastien, tu voulais dire? Alors, je voulais juste, on n'a pas parlé on a parlé de plein de classes d'actifs, immobilier, SCPI, etc. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à regarder et à suivre pour le futur, qui sont le de Normandie. Je pense qu'il faut s'y intéresser très fortement et j'espère bien que le nombre de villes s'élargisse un petit peu par rapport à ce qui est proposé maintenant, mais je pense que l'idée du de Normandie, à savoir redynamiser les centres-villes et ville moyenne. Voilà, surtout qu'en plus, tout ce qui est monuments historiques et Malraux vont tendance à disparaître parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir sortir des monuments historiques tout le temps. Et puis souvent, c'est de plus en plus externalisé des centres-villes et à un prix quand même pas donné. Donc, de Normandie à regarder. Et le co-living. Oui, parenthèse, je souligne que c'est la FNAIM qui a fait une demande qui va dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que non seulement on rallonge la liste, c'est 250 villes aujourd'hui, mais qu'on le rende d'une manière générale éligible sur l'ensemble du territoire pour les achats de biens anciens à rénover au cœur de nos villes moyennes en particulier. C'est-à-dire qu'on banalise en quelque sorte ce dispositif. Exactement. Donc ça, moi, je vais suivre ça avec intérêt parce qu'on commence enfin à voir des opérations sortir, donc ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il y a toujours un petit peu de temps, bien évidemment, même si on est dans des délais plus rapides que le neuf. Et donc le co-living. Alors le co-living, c'est quelque chose qui arrive très fortement. Le seul souci, c'est que pour l'instant, ce n'est pas pour du retail, c'est-à-dire que ce n'est pas pour du particulier la plupart du temps. Enfin, il y a très peu d'acteurs sur le particulier. La plupart du temps, c'est pour des gros institutionnels. Et le problème, encore une fois, c'est comme dans l'immobilier neuf, quand les institutionnels type SCPI ou autres arrivent, et c'est le gros souci qu'on va avoir sur la SCPI résidentielle, logement, c'est que les institutionnels vont arriver sur le logement, ils sont déjà là, mais du coup, ça va faire augmenter les prix aussi. Il n'y a pas que les histoires, comme le disait Philippe, de foncier, d'étalement urbain, enfin, il n'y a pas tout ce qu'on connaît, il y a aussi l'arrivée des institutionnels en force sur donc des SCPI, des EPCI, sur le logement, qui va faire augmenter, diminuer l'offre. Et donc, automatiquement, quand l'offre diminue par rapport à la demande, eh bien, ça augmente, en tout cas, ça risque de faire monter les prix. C'était juste mon petit mot de conclusion. Merci Sébastien, c'était précieux. Tu as rajouté des voies d'investissement que nous n'avions pas évoquées. Je voudrais, à ma manière, avant que Émilie Jousset ne le fasse, présidente du Cercle des managers d'immobilier, remercier tous les débatteurs. Alors, Guy Marty, qui a dû partir, c'est 2 heures pendant lesquelles nous aurons débattu, avec, vous le savez, un quart d'heure que nous n'avons pas maîtrisé, un quart d'heure de panne, on l'a récupéré. J'en présente encore des excuses aux participants. Céline Menck pour tout ce qu'elle a partagé avec nous, Philippe Lozeral, patron de Stellium, Ombretta, Cancetta Porcher, notaire, qui nous a quittés il y a 5 minutes, Paul Bourdois qui vient de s'exprimer, et Sébastien qui est encore face à nous. Je crois vraiment que grâce à votre expertise, à votre franchise, on a répondu au cahier des charges qu'on s'était fixé. Voilà, c'était d'être complet, de savoir prendre des risques pour anticiper cette année 2021 complexe. Merci encore. Émilie, la parole est à toi.
Merci Henri, merci beaucoup pour cette animation, cette conférence encore de haut niveau. Merci à toi Henri, merci à chacun de nos débatteurs d'avoir accepté d'intervenir en toute franchise, de donner des pistes à toute la communauté immobilière qui nous a regardé avec patience ce soir. Donc on est vraiment désolé pour ce bug et on vous remercie tous. Vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de la conférence, donc des moments que vous auriez ratés sur le site, comme je le disais au début. Il est mis à jour régulièrement, il est complet et donc il s'appelle cercledesmanagersdelimmobilier.com. Merci et à très vite. Merci, dans un mois.